Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 125, c'est la partie 2 qui fait suite à l'épisode précédent sur le thème des problèmes les plus courants dans les relations de couple, dans le couple. Et donc aujourd'hui on va parler de santé mentale. Je te rappelle que l'épisode 124 on avait parlé des engueulades et tout ce qui touche à la sexualité, des problèmes autour de la sexualité, dont les disputes, les tensions. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser et que tu découvres ce podcast, je t'invite à aller voir l'épisode 124 qui est intéressant à ce niveau-là, surtout pour les gens qui ont des petites tensions, des petites incompréhensions, des petites maladresses dans la communication qui tournent aux engueulades ou qui amènent des problèmes autour de la sexualité. Pour contexte, ce podcast il fait suite à un questionnaire que j'envoie à mes abonnés, aux abonnés de la newsletter, et ça leur permet de me faire un petit retour sur qu'est-ce qu'ils vivent dans leur relation, qu'est-ce qui est challengeant pour eux, etc. Et comme ça, je peux te proposer du contenu qui répond à tes questions, à tes questionnements, à la relation que tu vis, à ce qui se passe dans ton couple. Donc là, on va parler de santé mentale. Je tenais quand même à préfacer en disant que je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute certifié. Donc je vais te parler de mes expériences à moi, je vais essayer de te partager un peu mes meilleurs conseils ou comment j'ai géré les choses dans ma vie en fait, mon expérience personnelle, en travaillant avec des thérapeutes, en travaillant avec des psychologues, en lisant de la psychologie, en écoutant des vidéos sur le sujet, voilà. Donc je ne suis pas formé ni certifié et en même temps c'est quelque chose qui est d'un intérêt très notable pour moi, qui m'intéresse depuis presque 10 ans maintenant, et du coup je me suis beaucoup documenté dessus et j'ai aussi entre guillemets à pratiquer, à le vivre dans ma vie personnelle et avec les gens que j'accompagne. Donc, j'ai sûrement quand même, malgré ça, j'ai quand même des choses à dire sur ce sujet-là. Donc c'est avec plaisir que je réponds un peu aux questions qui m'ont été posées, aux points qui m'ont été posés, et peut-être que par souci éthique, il faut pas hésiter à voir ces choses-là aussi avec un professionnel de santé, avec un psychologue, avec un thérapeute, pour t'accompagner dans ce que tu vis. Et puis te donner les bons conseils, les bons outils pour naviguer tout ça. Alors, je vais parler de plusieurs choses aujourd'hui. Je vais déjà, peut-être de parler un peu de santé mentale. Moi, j'aime santé émotionnelle, bien-être. J'ai appelé ça santé mentale parce que c'est le terme qui est revenu dans le questionnaire que les auditeurs ont utilisé, que tu as peut-être utilisé. Donc, j'ai utilisé ce terme-là, mais on pourra en utiliser un autre. Mais je mets dedans la santé émotionnelle aussi, en plus que la santé mentale. En anglais, c'est mental health as well. Ça me parle aussi dans le sens où j'écoute beaucoup de contenu en anglais, et voilà, c'est ça qu'on parle. Donc c'est un terme, tu peux peut-être le modifier un peu si tu trouves qu'il n'est pas le plus approprié, s'il n'est pas le plus juste. C'est juste de comprendre de quoi on parle, et puis après, le mot utilisé pour en parler est moins important. Mais la manière de laquelle j'aime penser à ça, c'est qu'on a tous une santé mentale, plus ou moins bonne, et qu'elle est sur une échelle on va dire, de 1 à 100. Donc de 1, je parle souvent, c'est par exemple si on parle de la dépression, si ma dépression elle est à 1, elle est très faible, si elle est à 80, je suis sûrement déprimé, et peut-être j'ai sûrement besoin de me faire accompagner, et de changer des choses fondamentales dans ma vie pour que ça aille mieux. Donc tu vois, il y a toujours cette échelle, donc des fois on peut se dire, je suis un peu déprimé, peut-être je suis à 20 sur 100 sur cette échelle-là. Ça veut pas dire que j'ai un cas clinique de dépression qu'il va falloir traiter, etc. Mais je ressens quand même de la dépression certains jours, à certains moments de ma vie, pendant quelques heures, etc., etc. Ok. Donc déjà voir la santé mentale comme quelque chose qui n'est pas noir, blanc, qui n'est pas actif ou passif, qui est pas soit là, soit pas là. Voilà, ça change un peu. Il y a bien sûr des cas où un psychiatre va mettre un diagnostic et va dire, voilà, cette personne est atteinte souffre de, etc. Et dans ce cas-là, on va être dans une échelle, on va être plutôt à 50 sur 100, à 60 sur 100, à 80 sur 100 selon la personne, etc. Mais peut-être que toi, tu as quand même des choses qui t'inquiètent, des choses que tu as à travailler, des choses que tu as à résoudre, des choses que tu as à prendre soin au niveau de la santé mentale, de la santé émotionnelle, mais qui ne sont pas de l'ordre psychiatrique, qui ne demandent pas nécessairement une intervention d'un professionnel. Mais peut-être qu'il y a des choix de vie à revoir, du sport à remettre, des choses qui te nourrissent à faire, etc., etc. Donc voilà, on a tous une santé mentale, qu'on a un diagnostic ou pas, elle est plus ou moins bonne selon les jours, etc. Elle peut varier de jour en jour. Et malgré le fait qu'on n'ait pas tous un diagnostic d'un psychiatre, par exemple, pour nous dire, t'as telle condition, j'ai telle condition, il y a ça qui nous gêne, entre guillemets, ces petits soucis ou ces soucis plus petits qui sont pas si petits, parfois, ils viennent vraiment se mettre en travers dans nos relations de couple. C'est pour ça que je t'en parle aussi aujourd'hui. La question était surtout de comment vivre, que j'ai reçu à comment vivre
avec quelqu'un qui a, par exemple, qui est bipolaire, qui est dépressif, etc., etc. Et ce genre de choses qui sont... Mais moi, ce que je voulais aussi dire, et c'est par là qu'on va commencer dans ce podcast, c'est aussi on a tous... Notre santé mentale impacte tous notre relation. Nos relations, notre relation de couple et nos relations en dehors de ça. Et il n'y a pas besoin d'un diagnostic pour que ce soit, entre guillemets, que ça se mette en travers. Donc on va parler de ces deux cas de figure. Donc dans le cas de figure où on n'a pas de diagnostic, donc peut-être la majorité des auditeurs très probablement, mais que malgré tout, avec une santé mentale qui varie, une santé émotionnelle ou un bien-être qui varie, ça va impacter certaines dimensions de notre vie de couple. Et on va voir un peu plus pourquoi. Et ensuite, je vais faire une deuxième partie. Là, on ira voir en se disant, à partir du principe, comme les auditeurs m'ont demandé, je suis en couple avec quelqu'un qui, lui, a quelque chose qui est diagnostiqué, qui a vraiment un peu... qui a cette maladie mentale qui est présente dans sa vie, je vis avec, et comment faire, entre guillemets, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus. Donc il y aura ces deux parties-là. Et donc des fois, le diagnostic, c'est simplement il y a deux personnes déprimées, il y en a une qui est déprimée à 20% et l'autre qui est déprimée à 60%, par exemple. C'est une manière de voir les choses que je trouve pertinente, en tout cas moi, dans ce contexte-là. Et donc ça peut être lié aussi à des blessures, à des traumas du passé, ou ça peut être lié à des choses qui agissent la personne plus souvent. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'intensité, je te disais, sur l'échelle de 1 à 100, et puis il y a peut-être aussi cette notion de fréquence. C'est-à-dire à quelle fréquence ça revient, ces troubles-là. Moi, pendant longtemps, j'ai des choses qu'on appelle des pensées intrusives, et après un travail en thérapie, aujourd'hui, elles sont quasiment plus là, et si jamais elles reviennent, elles partent aussi rapidement qu'elles sont venues, je me sens plus mal, je me sens plus honteux, voilà, j'ai nettoyé tout ça, alors qu'avant, elles revenaient plus souvent et avec plus d'intensité. Du coup, quand je les avais, je me sentais mal, je me sentais honteux, je me sentais pas bien, il y a beaucoup de jugement, beaucoup de honte autour de ça. Et au bout d'un moment, une fois que j'ai fait le travail émotionnel, dans mon cas, c'est un travail émotionnel à faire en thérapie, accepter aussi que je contrôle pas mes pensées, je contrôle ce que je fais de mes gestes, mais pas mes pensées. Surtout une pensée qui vient comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai déclenché volontairement, c'est quelque chose qui est venu tout seul, c'est pour ça qu'on appelle ça des pensées intrusives. Et donc c'est des choses qui, moi, ça a perdu de son intensité, ça a perdu de sa fréquence. Et du coup, aujourd'hui, je le vis très bien, alors qu'il y a 15 ans, je le vivais pas très bien. Donc c'est pour donner un peu des exemples, peut-être que ça te parlera. Avant de commencer, je vais te dire la définition de la santé mentale, donc j'ai pris celle de l'OMS, j'ai pris ça en préparant le podcast sur Google, donc hier soir. La santé mentale correspond à l'état du bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Donc là, contribuer à la vie du couple, éventuellement, et peut-être plus loin, mais il y a notamment cette idée de permettre d'affronter les sources de stress de la vie, réaliser son potentiel, bien apprendre, etc. J'avais pas prévu d'en parler, mais je vais peut-être en faire vraiment une petite parenthèse rapide. C'est pas le thème de ce blog, c'est pas voilà, mais on va dire que dans ma famille, il y a un terrain dépressif, et du coup, je peux aller là, dans des périodes de ma vie, je vais là, où je suis allé là assez facilement, et du coup, il y a pas mal de choses que moi, j'ai mis en place dans ma vie, de routine, de pratique, qui m'aident, tu vois, en lisant cette définition, ça m'y fait penser. D'affronter les stress de la vie, réaliser le potentiel, etc. Notamment des baignades en eau froide, une douche froide le matin, ce qui a un impact au niveau de la physiologie du corps, c'est-à-dire que ça va changer ta chimie de ton corps, en fait, que tu le veuilles ou non. Si tu tournes l'eau froide, que tu restes sous la douche 30 secondes à une minute et que l'eau est assez froide, ça va faire quelque chose, que tu le veuilles ou non. Il suffit de faire l'acte et ça va le faire. C'est comme si tu fais du sport, c'est comme si tu médites, par exemple. Même si tu médites de mauvaise qualité, que tu prends 5 à 10 minutes et que tu utilises quelle que soit la méthode que tu utilises, etc., ça va avoir un impact sur la chimie de ton corps, sur ce qu'il génère en termes d'hormones, etc. Donc il peut y avoir des choses à regarder de ce côté-là, pareil avec la nutrition, pareil avec plein de choses, pareil avec le sport, il y a plein d'autres dimensions où, si tu as peut-être du mal à faire face au stress de la vie, il peut y avoir, bien sûr tu peux aller voir un psychiatre ou un psychologue, et puis faire une thérapie, et éventuellement prendre des médicaments, c'est pas spécialement quelque chose que je trouve intéressant pour moi, donc j'ai essayé de faire des choses naturellement, en faisant de l'exposition à l'eau froide, en faisant du jeûne, en faisant des choses qui vont m'aider à renforcer, à cultiver ma résilience et mon système immunitaire avec l'exposition au froid, ce genre de choses. Donc, voilà, parenthèse fermée, en lisant mais ça peut être des pistes que moi j'ai découvertes, pareil, il y a une dizaine d'années, que j'ai explorées, qui me permettent d'être beaucoup plus résilient aujourd'hui et beaucoup moins sujet à l'intensité ou à la fréquence
de ce que j'avais avant, qui pouvait être dépression, pensée intrusive pour mon cas par exemple. Donc, ça m'a vraiment aidé de faire tout ça. Donc on va passer à la première partie de ce podcast, donc qui est sur, on va dire qu'on a tous une santé mentale qui varie. Donc toi et moi, que tu sois d'ailleurs que tu aies un diagnostic ou pas, ça peut aussi s'appliquer. Donc on va prendre un exemple très simple. On va prendre un exemple très simple pour te montrer l'impact que ça a dans le couple et pourquoi c'est à ne pas négliger selon moi et pourquoi je voulais t'en parler aussi dans ce cadre-là. Donc on part du principe que quel que soit que tu sois impacté, que ce soit de la dépression, que ce soit de la jalousie, que ce soit plein de trucs, t'as pas un diagnostic d'un médecin qui te dit vous êtes vous avez tel truc, vous avez un trouble de la personnalité, vous êtes bipolaire, vous êtes ci, vous êtes ça. Il y a pas ça. Donc voilà, il y a peut-être et on va partir de l'exemple de l'estime de soi. Donc quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, quelqu'un qui manque d'estime de soi. Et qu'est-ce que ça peut faire un manque d'estime de soi? Donc c'est souvent lié à des choses de l'enfance, des critiques, des reproches, des choses qu'on a connues dans notre enfance, et ce qui fait qu'on a une estime de nous en étant plus âgé qui est pas bonne, et admettons que j'ai une estime de moi qui est pas bonne, ce qui a été mon cas pendant longtemps par exemple, je ne vais pas exactement te parler de moi dans les exemples que je te donne, parce que je vais largement élargir au-delà de ce que simplement moi j'ai vécu et les conséquences de mon estime de moi qui était pas toujours très forte, mais voilà, c'est des choses que tu peux t'amener à vivre si c'est le cas, et surtout te rendre compte de l'impact que ça a sur ton couple, malgré qu'il n'y ait pas de diagnostic, en fait, d'un professionnel. Donc, ça peut nous amener à avoir énormément de honte. Donc là, je te parle de mon expérience personnelle, c'était mon cas, j'ai beaucoup de honte vis-à-vis de moi, de mes pensées, de tout, en fait, de qui je suis, de tout ça. Ça peut nous bloquer vraiment dans l'expression de nos besoins, ça, je l'ai vu énormément. Quelqu'un qui pense pas qu'il y a de la valeur, ça va être difficile de dire j'ai besoin de ça, j'aimerais que tu me soutiennes ici, là j'ai besoin d'un massage, j'ai mal au corps, j'ai mal au cœur, j'ai mal. Il faut que tu prennes soin de moi, ou j'ai besoin d'aide pour ci, etc. Donc le manque d'estime de soi peut vraiment impacter l'expression de ses besoins. Bien sûr, ça peut bloquer la réalisation de notre vraie valeur. Donc là, dans le cadre du couple, ce qui peut se passer, c'est que des fois, on va se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, qui même parfois qui est plutôt nocif, avec des, on va dire, une sorte de violence. Ça peut être de la violence, ça peut être de l'irrespect, du jugement, quelque chose de verbal, d'émotionnel, pas nécessairement on n'est pas dans la violence physique nécessairement, mais ça peut aller jusque là en fait. Moi j'ai constaté plusieurs fois dans les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, au travail, etc., des gens, ils ont une estime d'eux qui est merdique et ils se mettent avec quelqu'un qui leur va pas du tout et qui leur fait subir des choses qu'ils ne devraient pas tolérer en fait, parce qu'ils ont justement ce manque d'estime de soi. Donc ça nous fait choisir entre guillemets des personnes qui ne sont pas saines pour nous. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est que c'est la dynamique qu'on va créer avec cette personne-là à deux, avec qui on est, avec qui ils sont, ça va être quelque chose qui est pas bon pour nous. Et du coup, voilà, donc ça part de l'estime de soi tout simplement. Ça peut pousser aussi à une jalousie excessive. On a tous un peu de jalousie à un moment donné. Je sais pas, tu vois ta nana ou ton mec qui parle avec quelqu'un que tu trouves plus intelligent, plus attractif, plus riche, quel que soit ton truc, plus connecté à la nature, j'en sais rien. Il va y avoir un peu de jalousie, et donc pour beaucoup, on arrive à la contrôler, on arrive à la dépasser, c'est pas un problème, on peut même en parler, là, ça m'a titillé un peu, là, ce mec-là, cette nana-là, ça m'a rendu un peu jaloux, ça a touché à mes insécurités, etc. Et il y a des gens pour qui la jalousie, elle devient excessive, où du coup, on va aller dans le contrôle, dans la manipulation, pour rester en sécurité et se sentir bien. Donc là, on part de l'estime de soi, qui est, voilà, et je te donne 5-6 exemples de à quel point ça peut, entre guillemets, pourrir tes relations, à quel point ça peut, si ça les pourrit pas, ça va les limiter, et à quel point ça va les éroder, à quel point ça va les abîmer avec le temps qui passe. Parce que si ton manque d'estime de soi, il s'exprime dans 3 ou 4 choses qu'on vient de voir, et peut-être d'autres, tu exprimes mal tes besoins, t'as honte de toi, tu te fouettes, donc t'es pas quelqu'un qui est peut-être, voilà, c'est peut-être amené à la dépression, à des choses comme ça, des choses moins joyeuses. En plus, t'as un peu de jalousie, du coup, tu fais un peu des crises, etc. Et puis de temps en temps, tu vas chercher à contrôler, à manipuler un peu, même si t'as un bon fond, c'est juste parce que tu te sens pas bien vis-à-vis de la situation, etc. Voilà, et tu te retrouves à pourrir la relation sur quelques années, au lieu de la faire fleurir, au lieu de la nourrir. Comme tu le vois, juste quelque chose comme le manque d'estime de soi peut vraiment avoir un impact. Et t'as pas besoin d'avoir un diagnostic d'un médecin qui va te dire, ou d'un psychiatre qui va te dire, tu manques assez d'estime de soi pour qu'il y ait un traitement à faire ou je ne sais quoi. Donc là, rappelle-toi bien de cette échelle de 1 à 100, et ça peut être la dépression, ça peut être plein d'autres choses qu'on regarde sur l'échelle de 1 à 100, la jalousie de 1 à 100, donc l'estime de soi, le manque d'estime de soi peut créer de la jalousie, et du coup, du moins de l'angle que j'ai pris aujourd'hui, ça peut venir d'autres choses,
Mais du coup, ok, mon estime de moi, de 1 à 100, elle est à combien? Ça va changer tous les jours, mais peut-être ce matin, je me réveille, j'ai mal dormi, elle est à 20, peut-être que demain, elle est à 35, etc. Et ma jalousie, c'est pareil, une soirée, elle va être à 50, une journée, elle va être à 3, parce que il n'y avait pas de raison, en fait, d'être jaloux aujourd'hui, il ne se passait rien. Mais par contre, dès qu'il y a ce truc-là, dès qu'il y a un mec qui regarde, dès qu'il y a une nana qui regarde, dès qu'il y a une collègue de bureau, un collègue de bureau, il y a ce truc-là, la jalousie, elle remonte, ok. Là, elle est à 50, là, elle est à 60. Donc, ça permet de se rendre compte de tout ça et de se dire, voilà, c'est pas je suis jaloux, je suis pas jaloux, c'est toujours, on est tous plus ou moins jaloux, ça est plus ou moins à certains moments. Donc, ça permet de mettre beaucoup de nuances. Donc, moi, l'invitation ici, c'est, comme dans tous les cas, ça va abîmer ta relation, ça va la pourrir, ça va l'éroder, il n'y a pas besoin de diagnostic pour faire un travail sur soi, pour se faire accompagner, pour aller guérir des blessures, pour aller changer des croyances, pour regarder ses expériences de vie d'un autre œil, etc. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un diagnostic pour ça. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière proactive. Souvent, ce qu'on dit, de mémoire, c'était Joe Dispenza, que peut-être certains connaîtront, qui disait souvent on vient changer d'un point de vue parce qu'on souffre. Donc, c'est-à-dire qu'on fait pas on prend pas d'initiative, entre guillemets, tant qu'on va bien dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête, etc. Et puis quand ça va pas, on fait des efforts. Alors, plutôt quand ça va bien, on pourrait peut-être aller en stage de développement personnel, on pourrait faire une thérapie pour justement éviter que ça aille plus mal plus tard, pour justement commencer à développer des outils, des croyances utiles pour nous supporter dans la vie et que ça se passe mieux globalement. Déjà que ça se passe mieux, et en plus, quand ça se passera moins bien, ça se passera mieux que si on n'avait rien fait. Non, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que ça aille mal. Et du coup, on va changer, on va initier le changement à un moment où on souffre. Vraiment, où il y a de la souffrance. Et là, l'invitation, donc la souffrance, ça peut être une maladie psychologique qui est par exemple, qui est déclarée par un psychiatre. Pourquoi attendre d'en arriver là pour faire un travail? Ça ne veut pas dire qu'on va tous arriver là, peut-être pas, et je ne le souhaite pas. Et en même temps, il y a quand même un chemin où on peut se dire, écoute, ça va pas si mal, mais ouais, en effet, ma jalousie, je vois que ça limite un peu dans la relation. Qu'est-ce que je peux en faire? Ok, je vois que le fait que j'ai mal communiqué, ça limite aussi des choses dans la relation. Le fait que j'ai du mal à exprimer mes besoins et à prendre du temps pour moi et à faire valoir, entre guillemets, ce qui est important pour moi dans cette relation, ça aussi, ça abîme ma relation. Alors, ok, quel travail je peux faire? Avec qui je peux travailler? Est-ce que j'ai besoin d'un psychologue? Est-ce que j'ai besoin d'un psychiatre? Est-ce que j'ai besoin d'un thérapeute? Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner ailleurs, dans une voie plus spirituelle, dans quelque chose de plus de développement personnel, etc. Et réfléchir à la modalité qui te va, avec la personne qui te va, et aller travailler ça. Donc là, c'est vraiment l'invitation, c'est d'une manière générale, c'est pour ça que j'ai appelé mon blog Graines de Cœur. Le podcast s'appelle En Amour, mais le blog qui est vraiment le pilier de ce podcast s'appelle Graines de Cœur, parce qu'il y a cette idée de graines qu'on plante et qui va grandir, donc de développement personnel un peu, et aussi le cœur, bien sûr, pour la relation et pour le cœur, tout simplement. Donc aller vers un développement spirituel, aller vers un développement personnel, vers un développement relationnel. Donc faire ces efforts-là et prendre ce temps-là pour vraiment... alors, on va pas dire devenir la meilleure version de toi-même, c'est plus une version plus authentique de soi, quelque chose moins blessé, avec plus de sagesse, avec peut-être des coins un peu plus arrondis, avec un peu plus de recul, un peu plus de conscience sur qui je suis, mes schémas, comment je réagis, comment je suis agi, comment je peux mettre de la conscience sur ma manière de communiquer, ma manière d'être avec l'autre, pour vraiment qu'il y ait plus d'agréable en fait dans la relation, qu'il y ait plus d'appréciable dans la relation au quotidien. Donc ça peut être, voilà, c'est une invitation, qui que tu sois, en fait, tout simplement, et c'est la philosophie que j'applique, que je m'applique, c'est la philosophie que j'ai dans ma vie à moi, il n'y a pas de secret, entre guillemets, à ce niveau-là, donc c'est aussi l'invitation à mieux communiquer, à apprendre à t'aimer toi-même, à t'accepter, à t'apprécier, ce genre de choses-là. Donc ça, c'était la première partie, pour un peu couvrir, on va dire large, pour parler à la majorité de l'audience aussi, et vraiment, c'est comme ça que je pense vis-à-vis de ma vie personnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas fait du développement personnel ou de la thérapie, qu'à des moments où ça allait pas dans ma vie, j'ai pas attendu d'avoir mal, ça veut pas dire que j'avais pas mal, mais j'ai pas attendu d'être au fond du trou pour me dire, ok, ça, je peux être proactif, je peux aller en parler maintenant, je peux aller explorer ça maintenant, je peux aller jouer avec ça maintenant, peut-être me faire un peu mal, peut-être aussi apprendre quelque chose de nouveau, dépasser la ligne, du coup, la prochaine fois, la ligne, elle est un peu plus loin, vraiment jouer avec ça, et jouer avec la vie, jouer avec les expériences, et grandir, apprendre, changer, transformer des choses, et c'est pas toujours d'un point de douleur, je sais pas, c'est la fin de la relation, donc faut que je change. Il y a plein de gens, c'est ça, quoi. C'est, ça y est, il veut partir, donc faut que je change. Non, fais-le avant, à ton rythme, mais pas pour faire plaisir à l'autre, mais pour devenir de plus en plus qui tu es, de revenir un peu à cette source-là, d'aller vers plus d'authenticité.
d'enlever un peu les couches de l'oignon, des couches sociétales, des couches peut-être religieuses pour certains, familiales, etc. Toutes ces choses qui nous ont un peu... qui nous ont influencés, qui ne nous appartiennent pas en fait, et des choses qu'on n'a pas envie d'être, ou des choses qui ne nous ressemblent pas, et aller vers un peu plus d'authenticité. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Donc, admettons que tu sois avec quelqu'un qui a un diagnostic. Je pense que cette partie-là sera intéressante, même si ce n'est pas le cas. Il y a plein de conseils, je pense, qui s'appliquent à tout le monde aussi. C'est peut-être un poil différent si tu es avec quelqu'un qui a vraiment une maladie mentale, un problème de santé mentale. Et moi, j'ai croisé principalement 2 cas. J'imagine qu'il y en a principalement 2 cas. C'est soit tu rencontres quelqu'un et il est déjà avec ce souci, ce problème de santé mentale, donc c'est déjà présent, ou soit... et tu t'engages avec cette personne, tu te mets en couple avec cette personne en connaissance de cause, soit c'est quelque chose qui est révélé ou qui s'intensifie en termes de fréquence ou en termes d'intensité au fil de la relation. Donc là, c'est peut-être des fois plus compliqué parce que tu t'es mis avec quelqu'un qui ressemblait à ça, et puis 5 ans plus tard, tu es avec quelqu'un qui a un gros problème de dépression, qui a un problème qui est bipolaire, qui a un truc que tu n'avais pas eu au début, quoi. Et selon, bien sûr, la maladie, selon, bien sûr, l'intensité de la santé mentale, ou des blessures ou des traumas, on peut rester sur cette échelle de 1 à 100 toujours. C'est plus compliqué, bien sûr, à gérer dans la relation. Ça peut être plus délicat, plus fatigant, plus irritant, plus abîmant, plus érodant. Enfin, il y a plein de choses que ça peut amener, le fait d'être avec quelqu'un qui a cette santé mentale qui est pas très bonne, on va dire. Et je vais parler un peu peut-être faire une parenthèse, de parler de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu. Donc je t'ai parlé un peu de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu connaître de soucis de santé mentale, que j'ai appris à guérir, que j'ai appris à transformer. Donc que ce soit la dépression, que ce soit les pensées intrusives. Donc c'est des choses qui sont jamais... c'est jamais fini en fait, c'est juste qu'aujourd'hui je sais mieux les gérer, et j'ai des outils, j'ai des habitudes, et j'ai des manières de penser, j'ai des manières d'être qui font que ces choses-là ont moins d'emprise sur moi qu'aujourd'hui, et elles ont moins d'emprise qu'elles n'ont jamais eu. Et peut-être que si je continue mon chemin, peut-être que dans 5 ans elles auront encore moins d'emprise, et elles seront encore moins là, et peut-être quasiment dissoutes, quoi, quasiment inexistantes. Mais j'ai quand même vécu 5 ans avec une personne qui a eu un passé, on va dire, très traumatique, donc des blessures importantes, et ça a eu des conséquences sur sa vie d'adulte. Pour t'en donner que quelques-unes, son père était alcoolique, du moins buvait régulièrement et devenait violent, donc envers elle, envers sa mère. Donc le père devenait violent sur la mère, du coup elle cherchait à attirer l'attention, du coup il devenait violent envers elle, etc. En plus la maman a eu une sclérose en plaques. Donc c'est mon ex, donc elle a grandi avec une mère malade, une mère en fauteuil roulant depuis un très jeune âge, qui est devenue un légume, et c'est moi elle. Vraiment, donc elle a vu sa mère se dégrader, elle a dû en prendre soin, enfin tu vois, elle devait essuyer sa mère quand elle s'était caca dessus, enfin tu vois, des choses qui, quand t'es une petite fille, c'est pas anodin, quoi. En plus avec un père qui aurait voulu avoir un petit garçon et qui te traite comme un petit garçon, et qui fait faire des sports de petit garçon, et qui sait pas quoi faire d'une petite fille, parce que en plus la maman était plus là, soit elle était plus disponible, quoi, même si elle était vivante, elle était plus disponible. Elle a aussi grandi dans un pays qui a été bombardé à la fin des années 90, donc elle a connu la guerre, elle a connu les bombardements, les sirènes, elle allait se cacher dans les caves, etc. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que son passé a été traumatisant. Il a été, enfin, je veux dire, moi, ma vie à côté de ça, elle a été 100 fois plus facile, ma vie d'enfant. Ça veut pas dire que ça va pas causer des petits trucs à régler, ou des gros trucs à régler. Et en même temps, tu vois, donc il y avait vraiment cette base-là. Et pour donner aussi quelques exemples des problèmes que ça a causé dans sa vie d'adulte, c'est pas à cause à effet, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui auraient vécu ça, qui auraient eu plus de soucis, d'autres qui en auraient moins. Ça a créé de la boulimie, donc des crises de trop manger, et de manger jusqu'à se faire mal, et jusqu'à tomber dans les pommes, en fait, des problèmes d'anxiété, donc des crises d'angoisse, avec un trouble généralisé de l'anxiété qui lui a été diagnostiqué, une estime d'elle qui était très faible, et puis une peur de tomber malade comme sa mère, donc une sorte d'hypocondrie. Après, c'est pas quelque chose qui avait été diagnostiqué, mais c'est vraiment son ressenti, quoi. Elle avait vraiment le sentiment d'être stressée, d'être angoissée, dès qu'il y avait une chance d'être malade, elle avait peur de mourir d'un cancer. Enfin, il y avait plein de choses autour de la peur d'être malade, parce que elle a grandi avec une maman qui l'était. Et donc tu vois, c'était le constat. Donc moi j'ai passé 5 ans avec cette personne-là, c'était 5 très belles années, c'est une femme fantastique. Et en même temps tout ça c'était là. Et tout ça, moi je l'ai rencontré à une époque où
Et puis, j'ai oublié de te dire, je voulais juste, avant de passer à autre chose, mais il y a pas mal de psychologues ou de psychiatres qu'elle a rencontrés au fil des années, parce qu'elle a changé de pays, du coup, elle a dû changer de thérapeute, etc., qui ont voulu lui mettre d'autres étiquettes et qui étaient à deux doigts de lui mettre comme un trouble de la personnalité. Borderline personality disorder, je sais plus comment on appelle ça, personnalité borderline, peut-être en français, j'ai oublié comment on appelle ça en français, mais tu vois, donc, il y a pas mal, elle avait tous ces trucs-là, et du coup, selon le psychiatre qui regarde un peu sa situation, il y a des étiquettes un peu différentes qui allaient être posées, qui auraient pu être posées. Et moi, je l'ai rencontrée, donc elle avait un début de sa trentaine, donc elle avait commencé un chemin de guérison, de thérapie, de différentes formes de thérapie, de développement personnel depuis une dizaine d'années, donc des choses vraiment de développement personnel, des stages, des lectures, des choses plus ésotériques, des constellations familiales, des stages de danse, des trucs qui passent par le corps, qui passent par la parole, qui passent un peu partout, par l'énergétique, etc. Et donc moi, quand je l'ai rencontrée, c'était une femme qui était vraiment inspirante. Elle l'est toujours, hein. Elle est fantastique, elle est inspirante à plein d'égards, parce que quand tu vis ça, et que tu arrives à régler la majorité de tes problèmes, et que tu passes de crises d'angoisse, de folie à quelques-unes par an, que tu passes, il y a vraiment un travail de longue haleine qui est nécessaire pour ça. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est compliqué. Il y a du lourd, quoi, qui est entre guillemets, ça demande du temps, ça demande du travail. Et donc malgré ce chemin de 10 ans de guérison, il y avait quand même l'impact au quotidien, parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété malgré tout, parfois des crises, parfois un surplus d'anxiété qui fait que, je sais pas, on va manger quelque part, et s'il y a trop de choix, elle peut plus choisir. Le cerveau, il est tellement dans le brouillard qu'il faut que je choisisse la nourriture pour elle et que je choisisse le plat, tu vois, des choses qui, avec quelqu'un qui n'a pas de soucis de santé mentale, j'aurais pas eu à gérer, en fait. Et en soi, ça me gênait pas plus que ça, mais pour te dire que ça impacte le quotidien à un certain niveau. Donc bien sûr, il y a de l'anxiété, la boulimie qui revenait, qui n'était pas complètement réglée, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a découvert au début de notre relation, donc c'est quelque chose qui n'était pas vraiment mis en lumière avant, donc il y a eu pas mal de travail là-dessus le temps de la relation aussi, et sûrement, j'imagine encore aujourd'hui. En plus, il y avait un côté colérique qu'elle tenait de son père, qui pouvait rendre la relation toxique à certains moments. Pareil, la tromperie, elle a appris ça de son père, entre guillemets, qu'il y aurait forcément un trompeur dans la relation, et que du coup, autant tromper le premier dans ce cas-là. Et donc, il y avait pas mal d'impact sur le quotidien, encore une fois. Moi, j'ai adoré passer 5 ans avec cette femme, j'ai énormément de gratitude pour la relation qu'on a eue. Je t'expose un peu des choses de sa vie, mais c'est pas des choses qu'elle ne parle pas, qu'elle cache, c'est des choses, elle en parle, elle fait des conférences parfois, elle en a déjà parlé, etc. Donc c'est pas des secrets, tout ça, c'est des choses qui sont ok d'en parler. Et pourquoi je te parle de tout ça ? Et là, je vais te parler de mon opinion et vraiment de mon point de vue, t'as le droit de pas être d'accord avec ça. Quand on parle du couple et d'être en couple avec une personne qui a des problèmes de santé mentale, pour moi, c'est essentiel d'être avec quelqu'un qui veut avancer et aller vers le mieux. Et avec quelqu'un qui fait des démarches concrètes pour ça, et simplement pas quelqu'un qui juste te le dit oui, je vais le faire. Non, quelqu'un qui le fait vraiment. Et bon, pour moi, c'est valable au-delà de ce cas-là, d'être avec quelqu'un qui a un problème, on va dire, de santé mentale diagnostiqué, par exemple, si on est dans ce contexte-là. Parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça encore une fois graine de cœur, et que je t'invite et que je m'adresse à la majorité des gens tout le temps, etc. C'est pour aller vers le mieux communiquer, pour changer ses croyances, pour apprendre à faire autrement, c'est avoir une démarche de développement personnel, avoir une démarche d'authenticité, ce qu'on appelle le growth mindset en anglais, l'esprit peut-être de croissance, de comprendre que les choses sont pas figées et qu'elles peuvent évoluer, et qu'on peut changer une partie de qui on est, et qu'on peut faire autrement, etc. Donc ça s'applique plus largement et pas qu'à cette situation-là. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Moi, mon conseil, et encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais c'est d'être en relation avec quelqu'un qui veut travailler sur lui, qui est prêt à avancer, qui est prêt à faire des efforts, et qui le démontre par de l'action, en fait, qui le démontre par le faire, et pas juste par le dire. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est vraiment important si tu as quelqu'un qui a des soucis de santé mentale, dans le sens où ça peut être des choses qui sont assez lourdes, qui sont assez compliquées, si la personne ne fait pas d'efforts, ne veut pas aller vers le mieux, moi la question que je me poserais si j'étais dans cette situation-là, c'est est-ce que je vais être la personne qui porte ça, en fait, entre guillemets, qui soutient cette personne-là, et je juge pas les personnes qui le font ou qui ne le font pas, mais c'est une question à se poser, se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie, est-ce que c'est vraiment ce que je veux
pour moi? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre ma vie? Et libre à toi de répondre comme tu veux, et voilà, ça va vraiment amener au deuxième point qui est avoir conscience de la réalité, de la situation de l'autre, et si tu t'engages dans cette relation, c'est de l'accueillir et d'accepter pleinement la réalité de l'autre. Et aussi te rappeler que toi t'es pas parfait, et que toi aussi t'as des problèmes, et que peut-être t'as pas le diagnostic, mais t'as tout ce qu'on a vu avant dans la première partie, des petites choses qui se mettent en travers et qui abîment la relation. Ok, il y a tout ça pour toi, et en même temps, l'autre il a peut-être quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus intense, d'un peu plus récurrent, qui fait que ça va être plus compliqué. Donc c'est vraiment rentrer dans cette relation en conscience, et c'est pareil, c'est un conseil que je donne à tout le monde tout le temps, c'est pas juste dans ce cadre-là, c'est rentrer en conscience dans la relation. Avec n'importe quelle personne que tu rencontres, va y avoir des plus et des moins, des qualités, des défauts, des choses qui te plaisent, des choses qui te plaisent pas, etc. Donc c'est regarder ça avec honnêteté, regarder la réalité, se dire ok, choisir cette personne, c'est perdre ça. Choisir quelqu'un qui est plus jeune, ça a des conséquences. Chercher quelqu'un qui est plus vieux, ça a des conséquences. Chercher quelqu'un qui aime vivre à la ville, ça a des conséquences. Choisir quelqu'un qui aime vivre en digital nomade, ça a des conséquences. Est-ce que à toi ça te va? Encore une fois, c'est pas moins bien, c'est pas mieux. Ça vraiment dépend de toi et toi en fait, vraiment. Donc pas essayer pas se faire influencer par l'extérieur et se dire ok, voilà. Est-ce que moi j'ai envie de m'engager dans cette relation avec cette personne-là, ces challenges-là? Peut-être qu'elle, c'est du bipolaire, peut-être qu'elle, c'est de la dépression, peut-être qu'elle, c'est ci, c'est ça. Et en même temps, c'est pas mal, c'est juste, voilà, et on va le voir dans un instant. Je t'en parle un peu plus dans un instant, mais je vais m'arrêter, je vais rester là-dessus pour le moment. Et comprendre que, en plus, quelque chose que je trouve vraiment essentiel, c'est que si tu mets de la conscience sur ta décision de, ok, c'est la bonne personne, je vais m'engager avec, je tiens à cette relation, j'y vais, je fonce, tu n'as pas de garantie que ça change comme toi tu le souhaites. C'est-à-dire que même si la personne, elle te dit, ouais, moi, j'ai ce problème-là, j'ai un problème d'addiction, j'ai un problème de dépression, j'ai un problème, je suis bipolaire, etc., peu importe, je travaille dessus, je prends ma médication, je prends mes médocs, je fais du développement personnel, je fais du sport pour, ou les gens qui ont des douleurs dans le corps, je pense à la fibromyalgie, par exemple, et dire, voilà, ok, je fais du sport pour un peu atténuer, puis je perds du poids, etc., etc. Mais toi, t'as pas de garantie que ça change comme tu le souhaites. C'est-à-dire que t'as beau voir les signes et les actions sont alignées avec la parole de l'autre, et en même temps, il y a une posture de lâcher prise à avoir, parce que tu ne peux pas contrôler la vitesse de guérison, tu ne peux pas contrôler s'il y a la guérison qui est possible, c'est pas toujours possible, tu ne peux pas contrôler l'évolution de la personne, est-ce qu'elle va aller dans une direction qui te plaît, des fois tu te mets en couple avec quelqu'un et 10 ans après, ils sont partis dans un truc, toi t'es resté peut-être traditionnel, et puis eux sont partis dans un truc ésotérique, ou l'inverse, l'autre il est resté très traditionnel, et toi t'es parti dans un truc ésotérique, et dans quelque chose de différent, ou de communautaire, de vie en communauté, voilà, et puis il y a vraiment un écart tellement grand de vous deux que c'est dur de concilier les choses et de se projeter ensemble, parce qu'il y a juste trop de distance entre vous deux, quoi. Donc là, pas de garantie que ça change comme tu le souhaites, et pas de garantie de vitesse de guérison. Et donc ça, c'est vraiment du lâcher prise, et c'est pour ça qu'il faut voir la réalité en face, et s'engager aussi en pleine conscience autant que possible dans cette relation. Avec un engagement fort et réfléchi, avec un choix conscient et complet, car va y avoir des moments difficiles à traverser. C'est comme si t'engager avec quelqu'un qui a besoin de plus de soins, qui a besoin de plus de soutien, de plus d'amour, de plus de choses. Ça va demander une certaine intensité, ça va demander une certaine résilience, ça va demander une certaine créativité parfois aussi. Donc ça, c'est avoir confiance. Et moi, pour revenir à cet exemple-là, avec cette relation-là, donc je m'étais vraiment demandé, est-ce que je veux être avec cette femme, quoi? Est-ce que je veux vivre avec ses qualités, ses défauts, à la hauteur de ses challenges de vie? Elle avait eu des guérisons, elle avait des prises de conscience fantastiques, elle avait une sagesse pour une 30 ans formidable, etc. Il y avait énormément de choses qui étaient super positives de par son passé, à cause de ses traumas, à cause de comment elle les a transformés, du moins. Parce que il y a des gens qui sont détruits par ces traumas-là, qui deviennent des junkies, qui deviennent accros à des trucs, qui se suicident, etc. Donc des fois, ça détruit les gens. Elle, ça l'avait abîmée, et ça lui avait permis de se reconstruire et de faire un travail sur elle. Donc il y avait vraiment des côtés qui étaient fantastiques, qui étaient très intéressants. C'était pas juste... je te l'ai pas... Je pas peint en noir au début, mais je t'ai parlé des problèmes, je t'ai pas nécessairement parlé des qualités, mais il y avait beaucoup de choses. Et donc je me suis posé vraiment la question au début de relation. Je me demandais, est-ce que cette femme qui a peur de mourir d'un cancer, elle va pas se le créer à cause de sa peur, en fait? Est-ce que t'es ok avec ça? Est-ce que t'es ok d'être avec quelqu'un qui a peut-être hérédité de la sclérose en plaques? Parce que ça veut dire que si elle l'a un jour,
il faudra être à ses côtés ou il faudra la laisser tomber, entre guillemets, et partir. Mais c'est quoi, qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que moi je veux pas m'engager maintenant et je décide de pas être dans la relation, ou je me pose pas la question et puis quand ça arrive et si jamais elle développe une sclérose en plaques, est-ce que je suis courageux et que je reste avec elle ou est-ce que je suis pas courageux et je m'en vais en fait? Mais moi je préfère me poser les questions avant que d'être face au problème. Et on se posera, il n'y a pas tous les problèmes pour lesquels on pourra trouver la réponse avant, mais là j'avais vraiment réfléchi, ok. Elle a ces problèmes de boulimie, qu'est-ce qui se passe, comment c'est pour moi si elle règle pas ça en fait? Est-ce que je peux vieillir avec elle? Est-ce que je peux, parce qu'on s'est marié avec cette femme, tu vois, est-ce qu'on peut se voir ensemble? Donc il y a vraiment cette prise de conscience, ce oui, conscient, aussi conscient que possible, inconditionnel. Et pour autant, j'insiste vraiment sur l'engagement, et je pense qu'il doit être total et complet. Ça veut pas dire qu'on pourra jamais changer d'avis, pas dire non, qu'on pourra pas se séparer, etc. Ça veut pas dire ça, mais en même temps, une relation comme ça demande un engagement complet. Ça veut pas dire qu'on va réussir, ça veut pas dire qu'on va pas faire d'erreurs, il n'y a pas de garantie. Dans toutes les relations, il n'y a pas de garantie. Dans cette relation-là, il n'y en aura pas non plus. Dans ma relation actuelle, il n'y a pas de garantie non plus que dans 5 ans, dans 10 ans, on soit encore ensemble. Pourtant, on a fait du mieux qu'on a pu pour s'engager consciemment avec un engagement solide en fait, se dire ok, on se choisit, on va essayer de créer quelque chose, on va parler des problèmes, on va faire des efforts quand il y a besoin, on va profiter quand c'est là aussi, etc. Donc ça vraiment te parler de cet engagement, et en même temps ça veut pas dire qu'on est lié à la vie, qu'on ne doit pas changer d'avis, mais on va essayer quand c'est évident, on va essayer de créer de la paix, de créer de l'acceptation, de créer un espace dans lequel ok, je te choisis, ça me va, c'est ce que t'amènes, c'est qui tu es. Il y a des choses que j'aurais peut-être, dans un monde parfait, peut-être que ce problème de santé mentale, tu les aurais pas, et en même temps, ils sont là, et je t'aime, et puis j'ai envie qu'on crée ce projet ensemble, et ça me va, et je suis en paix avec ça, et même si tu guéris pas, même si tu guéris plus doucement que ce que j'espère, même si tu guéris pas dans la direction que j'espère, je suis en paix avec ça, je peux me projeter dans cette relation, je peux me projeter avec toi. Donc ça, c'était vraiment important. Mais c'est vraiment, encore une fois, faire de mon mieux pour voir la vérité en face, l'accepter, m'engager, de moi à moi, c'était vraiment, ou de toi à toi, hein, vraiment, c'est de toi à toi, et puis après, une fois que tu as pu faire ça avec toi-même, tu peux t'engager envers l'autre, tu peux dire, ok, moi dans mon cas c'était le mariage, dans mon cas c'était les actions concrètes au quotidien, c'était la soutenir quand elle avait besoin, travailler avec le thérapeute, le mien, pour mieux l'accompagner, pour avoir une posture qui est plus juste et qui est plus saine pour la relation, par exemple, vis-à-vis de la boulimie, vis-à-vis de ses colères, etc. J'ai beaucoup de travail à faire moi personnellement pour pouvoir faire en sorte que ma posture, ma réaction quand elle est colérique, lui permette, elle, de moins l'être, de moins être colérique, d'être plus calme, d'être plus posée. Donc il y avait, elle aussi, son travail à la faire sa colère, mais il y avait aussi des choses à faire à moi, donc des choses que j'ai fait de mon côté, des choses qu'elle a fait de son côté, des choses qu'on a fait ensemble. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont essentielles. Et ce qui était essentiel aussi, c'était vraiment que son chemin de vie démontre son envie d'aller vers le mieux, d'aller vers l'avant, etc. Et ça me prouve, entre guillemets, à quel point c'était pas important pour elle, et c'est pas juste j'ai vu plein de cas où t'as un partenaire, c'est souvent le mec, mais ça pourrait être la nana aussi, mais c'est souvent le mec, il y a un problème d'addiction, d'alcool, de paris, de trucs, et oui, t'en fais pas, je vais faire quelque chose, etc. Mais il a pas envie, il dit ça pour faire plaisir, il dit ça pour maintenir la relation, il dit ça pour garder, etc. Et du coup, il le fait pas. Et du coup, ces femmes se retrouvent coincées avec quelqu'un qui leur dit, je vais le faire, et qu'il le fait pas, et quand il le fait, il fait 2 séances et il arrête, etc. Et du coup, ça va pas guérir. Donc c'est pour ça que je dis, il y a besoin de l'intention, et il y a besoin des gestes aussi, des actions. Donc si t'es avec quelqu'un qui met pas les actions, moi je t'invite à réfléchir est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Est-ce que tu veux rester avec quelqu'un qui ne fait pas les actions de ce qu'il dit et qui va pas vers le mieux, le mieux-être? Et si ça ne va pas, c'est juste aussi, c'est pour ça que tu as le droit à un moment donné de remettre aussi en cause la relation, de te questionner de ce que je reste avec ces personnes. Donc moi, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait ce schéma de vie de 10 ans de cheminement important, parce que sinon j'aurais pas voulu m'engager avec quelqu'un qui avait ces blessures-là, qui avait ces problèmes-là, enfin tu vois, c'est pas évident à porter, c'est pas évident à mettre le quotidien. Déjà avec ces 10 ans de travail, il y a plein de choses que ça compliquait, et je veux pas tout mettre sur elle, hein. Il y a plein de choses que c'est moi qui complique dans la relation, hein. C'est vraiment, c'est partagé. Et en même temps, moi, mon choix n'aurait été de pas m'engager, en fait, dans cette situation. Et c'est très personnel, je sais de pas me juger, et de pas juger quelqu'un qui prendrait un choix différent, mais il faut voir ce qui est juste pour soi, avec qui j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, etc. Donc c'est à toi de voir à quel point c'est important pour toi, ça, que l'autre
et des actions qui sont alignées avec son envie et des actions qui sont à la hauteur du besoin qu'il a vis-à-vis de sa santé mentale. Il y a aussi ça à la hauteur du besoin. S'il y a des petits trucs à travailler, peut-être qu'il n'y a pas besoin de s'engager très fort. S'il y a vraiment des grosses choses, des gros cailloux à régler, que ce soit un diagnostic ou pas un diagnostic, ben, il va falloir y aller, quoi. Il faudra y aller, il faut de l'engagement. Donc pour te résumer un peu cette deuxième partie et pour rajouter encore, j'ai pas fini dessus. Donc si tu es avec une personne qui veut aller vers le mieux et que toi tu t'engages en pleine conscience dans la situation, donc tu vas dire que tu as des bases solides. La personne elle veut aller et elle va vers le mieux, elle fait l'effort, elle fait les actions, et toi en plus tu t'es engagé avec conscience. Ensuite, le troisième point, c'est bien sûr de prendre soin de toi. C'est de ne pas t'oublier, parce que des fois on va avoir tendance à vouloir jouer au sauveur, à jouer à l'infirmière, à jouer à je sais pas quoi, et prendre soin de l'autre, et c'est nous qu'on va user avec le temps, c'est nous qu'on va abîmer, c'est nous qu'on va éroder. Et on va peut-être se retrouver dans une situation où on a porté notre attention, notre énergie sur le bien-être de l'autre, et on s'est complètement négligé ou partiellement négligé. Donc là, c'est vraiment très important aussi de ton côté d'avoir un système pour continuer à développer, pour continuer à avancer, faire cette démarche de développement personnel, de développement spirituel, de guérison aussi. C'est pas parce que l'autre il a un diagnostic et que toi t'en as pas que t'as pas de guérison à faire. C'est pour ça qu'on a fait la première partie aussi, cette première partie sur on a tous une santé mentale de 1 à 100 et que peut-être que mon 40 sur 100 il n'est pas diagnostiqué par un psychiatre, mais j'ai besoin de travailler dessus quand même parce que ça va pas me permettre de vivre quelque chose pleinement avec quelqu'un, ça va me bloquer dans mes relations, ça va vraiment être un frein. Donc là, c'est faire le travail que toi, tu as à faire aussi, et en même temps prendre soin de toi, et pas juste être le sauveur de l'autre. Et comme je te parlais un peu tout à l'heure de cette idée de, quand elle avait de la colère, mon ex, moi, il y avait ma réaction vis-à-vis quand elle était en colère, et quand sa colère montait, etc., était très importante pour la suite de ce qu'on allait vivre, en fait. C'est bien sûr, je pourrais jeter la faute sur elle et lui dire, bah, c'est toi la colérique, c'est toi le problème, et en même temps, il y a tellement de choses que je pouvais faire, qui soit amplifier sa colère, soit pas l'atténuer, mais vraiment, il n'y avait même plus besoin qu'elle soit en colère, parce qu'on communiquait, parce qu'elle se sentait écoutée, parce qu'on était dans de la bienveillance, et du coup, il n'y avait plus de place pour la colère. La colère, c'est un peu... Il y a une impuissance dans la colère qui est énorme. C'est quelqu'un, souvent un colérique, c'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle, pas d'influence sur la relation, ou pas assez à leur goût, et ils vont utiliser la colère pour créer du contrôle, créer de l'influence, en fait. Et du coup, il y a cette impuissance, c'est une expression d'impuissance en fait, la colère, au travers d'une puissance qui est fictive en fait. Et du coup, lui donner de la puissance, c'était l'écouter, c'était apprendre à communiquer avant, c'était si on va vers la colère, c'était mettre une barrière, lui dire non, c'est pas ok de me parler comme ça, je t'aime, et on va aller, je vais essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a pour toi, je vais faire de mon mieux pour comprendre ce qui joue, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est là où tu vois, où chercher à comprendre les besoins de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de soi, bah, c'est difficile parce que ils sont pas connectés à leurs besoins, ils les connaissent pas, ils ont du mal à les exprimer, ou ils pensent que ça vaut même pas le coup de les exprimer, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a parlé de l'estime de soi, et c'est aussi pour ça que je t'ai parlé de la première partie, ce qui est vraiment en lien avec cette deuxième partie, même si ça peut sembler coupé. Donc là, toi, l'idée ici, c'est dans ton développement personnel, peut-être que tu peux aussi apprendre à avoir une posture juste qui va aider l'autre. Donc il y a le prendre soin de soi, bien sûr, et le prendre soin de soi, ça peut être vraiment avoir une certaine justesse dans la posture pour soutenir l'autre, pour aider l'autre. Et je te donnais l'exemple de la colère tout à l'heure, un peu, etc. Et on va passer au quatrième point. Et ce quatrième point, il est un peu lié à ceux d'avant, bien sûr. Il y a comme une suite. C'est comme tu as fait un choix conscient, et le fait que je t'ai parlé de ça, c'est pas anodin, c'est de trouver de la paix avec ton choix. Vraiment d'aller vers ça. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu es avec quelqu'un qui a des problèmes, que ce soit diagnostiqué ou pas d'ailleurs, tu peux avoir ton entourage, tu peux avoir ta famille qui va te dire qu'est-ce que tu fais avec lui, qu'est-ce que tu fais avec elle, tu ferais mieux de trouver quelqu'un qui va bien. Moi je sais que j'ai des membres de ma famille qui ont trouvé bizarre, qui ont vu les problèmes qu'elle avait mon ex, et trouvé bizarre que je sois avec quelqu'un qui a ces problèmes-là en fait. Voilà, pourquoi t'as fait ce choix-là, pourquoi... Et bien sûr, ça me regarde moins entre guillemets, donc du coup... et eux, ils voient ce qu'ils voient, ils connaissent pas nécessairement toute la situation, ils connaissent pas toute la personne, ils voient peut-être le problème et pas autant la beauté qu'il y a de l'autre côté, etc. Ils voient peut-être qu'un côté de la pièce. Donc c'est pour ça que c'était un choix conscient, que du coup tu peux créer de la paix de toi à toi. Comme ça, si le monde extérieur il est contre toi, si le monde extérieur il est jugeant, toi t'es en paix. Et je te ramène à chaque personne a son lot de défauts, son lot de problèmes, son lot de qualités, que personne n'est parfait. Et que peut-être que oui, quelqu'un qui a un souci de santé mentale, on va dire diagnostiqué, c'est plus visible parfois.
Mais est-ce que c'est mieux, ou est-ce que c'est pas pire que quelqu'un qui ne sait pas être honnête et qui va tromper? Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Est-ce que c'est mieux que quelqu'un qui fume, qui boit trop, qui est accro au travail? Est-ce que c'est mieux que quelqu'un qui a une peur folle de l'engagement et avec qui tu vas pas pouvoir construire? Voilà, donc pour certaines personnes ce sera pire, pour d'autres ce ne le sera pas. Ça, c'est personnel. Mais c'est juste pour mettre un peu les choses dans un contexte un peu plus grand et de se dire, ok, moi j'ai cette personne-là, elle a ces problèmes-là, je l'ai choisi, je m'engage, ça fait peur, des fois ça fait chier, des fois j'ai envie de remettre mon choix en question. C'est une option de remettre le choix en question, bien sûr. Et en même temps, aussi, quelqu'un d'autre aurait d'autres problèmes. Parce que si en plus, c'est aussi dans ces moments-là, des fois on remet un peu en question, on doute un peu, c'est là qu'on rencontre quelqu'un, puis elle a tellement de qualités, il a tellement de qualités, on tombe amoureux d'une illusion de l'autre, et puis on voit pas les défauts, et puis après, des fois on quitte la personne avec qui on est, on se met 2 ou 3 ans avec l'autre personne, et puis on voit tous les défauts de l'autre, on fait, en fait, c'était pas mieux. Donc sache que ça veut pas dire que ta relation est la bonne, et que c'est celle dans laquelle tu dois rester, mais voilà, il y a aussi cette part des choses à faire, et de se dire, ok, bon, lui ou elle a ce problème-là, j'en suis conscient, je le vois, ça a des conséquences positives et négatives. Voilà. Est-ce que s'il fumait, ce serait mieux? Est-ce que s'il buvait trop, ce serait mieux? Je sais pas, c'est intéressant de... Mais voilà, l'idée c'est d'avoir de la paix, comme ça, encore une fois, c'est de toi à toi, cet engagement, il est de toi à toi. Ce choix conscient, il est de toi à toi. Et bien sûr, tu vas l'éteindre à la personne à qui tu le fais, et tu vas peut-être lui dire, et tu vas peut-être te marier, tu vas peut-être faire une cérémonie entre vous deux, tu vas peut-être lui rappeler le soir avant d'aller te coucher, ou le matin quand tu te réveilles, en disant, je te choisis, je m'engage dans cette relation, etc. Et c'est de toi à toi avant tout. Il faut le faire de toi à toi. C'est pas bien ou c'est pas mal, c'est vraiment une question de... C'est assez personnel. Et peut-être, globalement, si je devais finir avec un cinquième conseil, ce serait apprendre à communiquer. Et là, ça va varier un peu selon... Pareil, ouais, voilà, vis-à-vis de la colère, il m'a fallu apprendre à communiquer d'une certaine manière, avoir une certaine posture, une certaine justesse, pour éviter, pour empêcher, entre guillemets, la colère de grandir, Parce que le problème, je vais prendre l'exemple de la colère par exemple, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas pourquoi c'est si important. Ce qui se passe, elle est colérique. Qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est-à-dire qu'elle accumule. La colère, ça vient jamais d'un coup, à moins que tu tapes le pied dans le meuble. D'accord, la colère, elle peut venir d'un coup. Mais quelqu'un qui est colérique, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va accumuler. Il ou elle va accumuler. Il y a des choses, des non-dits, des tabous, des machins, des petits trucs qui énervent, etc., etc. Et puis un jour... Soit il y a une accumulation, soit c'est vraiment un jour de fatigue, et il y a une accumulation de fatigue d'autres choses, mais il y a une accumulation, paf, il y a le pic de colère. Donc la personne, déjà, elle est passée par une... Moi, j'ai énormément d'empathie pour les colériques, même s'ils me mettent très mal à l'aise et que j'ai appris à gérer ça, parce qu'il y a vraiment cette phase de souffrance, entre guillemets, avant la colère, d'accumulation. Il y a la colère elle-même, qui est encore une fois une impuissance, c'est l'expression d'une impuissance, c'est-à-dire que elle avait envie de moi d'une certaine réaction, d'une certaine attitude, d'une certaine chose, elle n'arrivait pas à la voir, entre guillemets, et elle n'arrivait pas à se le donner elle-même non plus, donc elle était incapable de se le donner elle-même, elle n'était pas capable que je le fasse d'une manière ou d'une autre, de me le demander, et du coup la solution c'était la colère. Donc elle exprime son impuissance, et elle dit des choses qu'elle regrette, elle dit des choses qui font mal, donc moi ça me blesse, elle regrette, et après il y a toute la culpabilité les jours qui suivent. Ah, j'ai dit ça, puis je suis une mauvaise épouse, et puis je suis une mauvaise chérie, puis ci, et puis ça, et puis je suis une mauvaise personne. Et du coup, la personne qui est colérique, c'est jamais quelqu'un qui est heureux, qui a une bonne santé mentale, qui est épanoui. Surtout, peut-être le reste du temps, mais dans cette phase de colère, il y a le avant, il y a le pendant, et il y a le après. Donc, moi par exemple, déjà, si pendant le pendant, j'arrive à mettre une barrière, lui dire, mettre une limite, dire écoute, c'est pas ok, je vois que tu t'énerves, c'est pas ok de me parler comme ça, je t'aime, on va prendre une pause, pour le temps que tu te calmes, je vais aller dans la salle d'à côté, je vais sortir de la maison, aller faire les courses, et on reprend cette conversation quand t'es calmé. Déjà, j'ai mis la limite, elle, je lui ai donné une réaction, en fait, elle attendait une réaction de ma part, elle l'a eue, et dans notre cas à nous, ça marchait très très bien, ça l'a calmée, tout de suite elle se sentait apaisée, ça lui évitait de dire des choses qu'elle regrette, etc. Et après, on allait dans la communication, on allait voir ce qui l'avait amené à la colère et qu'on n'avait pas réussi à gérer avant. Donc là, ça nous permettait de savoir, de se dire, cette colère qui émergeait, ça nous permettait de nous dire, ok, il y a des choses qu'il va falloir qu'on discute. La colère est là, on ne peut pas le faire. Time out. Donc soit elle arrive à le faire elle-même et c'est elle qui dit, je vois que j'ai la colère qui monte, là je suis en train de m'énerver, je vais marcher, etc. Soit c'est moi, si la colère la contrôle, entre guillemets, soit c'est à moi de dire, écoute là, c'est pas ok, on fait une pause et on revient après.
Et tu vois, donc en apprenant ça dans ce schéma-là de la colère, donc elle a quand même eu sa phase d'accumulation, elle a quand même eu un peu de la montée de la colère, mais il n'y a pas la phase pendant la colère qui est une impuissance énorme et qui est souvent pas agréable, et en plus la culpabilité derrière. Donc on a déjà enlevé, entre guillemets, la moitié du problème vis-à-vis de ça, la moitié de la douleur pour elle. Et puis après, il y a d'autres choses qu'on a mis en place pour essayer de communiquer de manière plus régulière, de mieux communiquer, d'exprimer ses choses. Elle a essayé d'apprendre à reconnaître ses besoins, à les écouter, à les entendre, à les exprimer, à essayer de... Enfin, tu vois. Et donc, il y a tout un processus qui fait que, du coup, après, la grosse vague, le gros tsunami de la colère qui était avant au début de la relation, nos premiers 6 mois, 1 an, au bout de 6 mois, c'est devenu des vaguelettes un peu plus petites, enfin des grosses vagues un peu plus petites, après c'est devenu des vaguelettes, etc. Et ça, c'était quasiment plus un problème à la fin de la relation. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on est resté ensemble, ça veut pas dire, etc. Mais tu vois, on avait vraiment géré ça. Donc ça a créé du bien-être, et il y avait des choses que moi j'ai fait, qu'elle a fait, et ça passait par le apprendre à mieux communiquer pour nous, et ça ressemblait à ça. Ça veut pas dire que toi, la gestion de ta colère, ça va ressembler à ça veut pas dire que tes problèmes de couple, ça va ressembler à ça. Il y a d'autres méthodes autour de la communication. J'ai fait pas mal de podcasts ces derniers mois où je t'en parle. J'ai beaucoup d'articles sur le blog où je t'en parle, donc il faut un peu regarder de ce côté-là, de comment tu peux soutenir l'autre, comment tu peux soutenir la relation et comment tu peux t'aider toi-même au travers de la communication, au travers de quelque chose qui est juste vis-à-vis de la situation, vis-à-vis du besoin de la relation et du besoin des individus. Ça, je pense que c'est très important. Et malheureusement, c'est très spécifique à la situation. Donc là, je te donne un exemple spécifique. Et après, je te parle de mirroring. Il y a un e-book que je t'offre sur graindecoeur.fr, sur mon blog. Tu mets ton prénom et ton email dans un des formulaires et tu vas recevoir l'e-book. Et notamment, il t'apprend la technique du mirroring, qui peut faire beaucoup de bien pour être quelqu'un, pour quelqu'un se sente compris et entendu. Il y a d'autres choses, il y a 5 conseils pour mieux communiquer dans cet e-book, donc ça peut être une bonne base pour apprendre à mieux communiquer, mais trouver des choses qui sont utiles à la personne que tu as en face de toi et à la situation de ton couple. Ça peut être des moments, ça peut être prendre des rendez-vous, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur la santé mentale, sur ce qui impacte tout le monde, entre guillemets, à différents degrés, ce qui impacte les gens qui ont un diagnostic, qui ont quelque chose de peut-être plus intense, plus récurrent. Certains diraient grave, mais c'est voilà. J'espère que ça t'a aidé. Et d'ailleurs, si pour les personnes qui ont fait cette demande, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour sur ce podcast-là. Il est vraiment entre guillemets en réponse à vos questionnements, à vos messages. Et du coup, est-ce que ça vous aide ? Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez ? Voilà. Et peut-être avant de finir, te rappeler que c'est important de se faire accompagner par un professionnel. Je peux pas parler d'une maladie en particulier, d'un problème de santé mentale en particulier, te dire quoi faire, etc. Ça dépend tellement de la personne, de toi, de tes capacités, de sa capacité, de l'intensité, etc. De plein de choses, que c'est quelque chose de spécifique et pas possible. Donc il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Moi, trouver ma posture juste vis-à-vis de la colère, je l'ai trouvée en thérapie avec une psychologue. J'avais la thérapeute du moment que j'avais à ce moment-là dans ma vie. On en a parlé, elle m'a aidé à trouver de la justesse et je suis rentré à la maison, j'ai pratiqué, j'en ai parlé à ma compagne, je lui ai dit écoute, j'ai vu ça en thérapie, est-ce que tu penses que toi ça t'aiderait ? Si je réagissais comme ça, elle était ouais, ça me ferait vraiment du bien, ok, c'est cool, ça te ferait du bien, ok, bon, la prochaine fois je vais essayer de réagir comme ça, et puis la prochaine fois j'ai réagi peut-être maladroitement, et du coup j'en ai débriefé avec ma psy, j'en ai débriefé avec ma compagne, on a discuté, ok, là il faudrait peut-être le faire un peu plus tôt, ou avec un peu plus de fermeté, ou faut rajouter le je t'aime parce que ça lui rappelle que c'est pas, je fais pas ça pour l'envoyer bouler, je fais ça pour préserver la relation. Mon intention c'est de faire du bien à la relation, de nous faire du bien à tous les deux en fait. Donc ça permettait, le je t'aime voulait dire ça pour nous, ça voulait dire mon intention c'est de nous faire du bien et de pas nous laisser aller répéter un schéma qui va nous faire du mal, etc., etc. Donc il y avait beaucoup plus de choses, peut-être que je te révèle maintenant que j'avais pas amené avant, mais ça peut paraître un peu sec des fois de mettre une barrière pour certaines personnes. Moi ça me paraissait très sec comme approche, et en même temps c'était vraiment avec tout le processus de la création de ça, de la mise en place, des échanges avec les thérapeutes, des échanges avec ma compagne, voilà, c'était parfait en fait, c'était vraiment ce qu'il fallait, c'était juste, c'était apprécié par tout le monde, enfin par moi et elle, c'était voilà, par elle et moi, c'était vraiment, voilà, c'était ce qu'il nous fallait, donc aller dans une certaine finesse. Donc curieux d'avoir ton retour. Comme tu l'as vu, c'est un podcast qui sort, j'ai oublié d'en parler au début, mais qui sort à peu près à l'heure. On est un jour en retard, donc avant
semaine dernière, je l'ai fait dimanche. Je suis toujours un peu dans l'emménagement. On est encore un peu dans les travaux, donc des fois, c'est compliqué d'avoir du temps où il n'y a pas de bruit dans la maison pour enregistrer le podcast, pour pas que tu aies pas plein de bruit de fond. Donc, je vais essayer de revenir au rythme du mercredi soir le plus rapidement possible. On est jeudi, midi, donc j'y suis presque. Le podcast va être en ligne dans quelques heures maximum. Peut-être que d'ici 15 jours, 3 semaines, il y a encore pas mal de travaux dans l'appartement du bas. Donc voilà, il y a pas mal de choses encore à faire. Mais voilà, d'ici mi-octobre, fin octobre, on devrait retourner au moins sur un rythme régulier du mercredi soir pour le podcast. Et d'ici là, je ferai au plus tôt. Et au pire des cas, le dimanche ou le samedi, mais au plus tôt dans la semaine. En tout cas, voilà, je te remercie beaucoup de ton écoute. Beaucoup de ta patience, c'est aussi le premier épisode qui dure presque 1 heure après les vacances, c'est des épisodes plus courts jusqu'à présent, donc je suis content de prendre le micro plus longtemps, d'aller plus en profondeur dans des sujets qui le demandent, et je te remercie énormément de ton écoute. Les mots de la fin, comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, tu peux le partager, tu peux t'abonner, c'est vraiment des choses qui font beaucoup pour le podcast, le nombre d'écoutes et le nombre d'abonnés, et aussi mettre une note, un petit commentaire sur iTunes. Et je te parlais de l'e-book, donc je ne vais pas t'en reparler. Et comme toujours, je propose des accompagnements en développement relationnel, donc vraiment pour ce qu'on a vu un peu aujourd'hui des fois. Alors, si c'est un problème thérapeutique et que tu as besoin de travailler avec un psy ou quoi, je ne serais pas nécessairement habilité à faire ça, mais pour t'accompagner, par exemple, à trouver une posture juste dans la communication avec quelqu'un de colérique, avec quelqu'un qui a un problème de bipolaire, avec quelqu'un qui a ce genre de choses, travailler là-dessus et trouver quelque chose qui est juste, qui fonctionne pour vous, ça peut vraiment être l'accompagnement. Ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, qui demandent de la pratique, qui demandent un accompagnement. C'est comme ça que moi, je l'ai mis en place et je trouve que ça marche, donc c'est ce que je propose aussi. Et voilà, donc encore une fois, merci pour ton écoute et puis à bientôt. Ciao.